Bonjour à tous, donc, je me présente, Pauline Hernandez. Donc, moi je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Indre, conseillère fourrage. Et David, je te laisse peut-être te présenter. Donc David Duchesne, je suis technicien de recherche à l'INRA de Nouzilly, dans l'Indre-et-Loire. Voilà, donc nous on va vous présenter les résultats des essais qui ont été menés en 2019 et 2020 sur les cultures fourragères estivales. Donc déjà, pourquoi s'intéresser aux cultures fourragères estivales? Donc on est en fait dans un contexte où on le voit depuis les dernières années, le changement climatique. On a de moins en moins de ressources fourragères disponibles sur la période estivale, donc avec des prairies qui sont peu ou pas productives, et donc la nécessité de taper dans les stocks de manière précoce. Et donc les cultures fourragères estivales pourraient être un levier pour s'adapter à ce changement climatique et notamment aux sécheresses estivales de plus en plus intenses et fréquentes, avec donc des cultures qui pourraient être valorisées sous forme de pâturage ou récolte pour reconstituer des stocks. Alors là, on va vous présenter donc des résultats d'essais 2019-2020 qui ont été menés à la ferme expérimentale des Bordes et à l'INRA Nouzilly. Donc moi, je vais vous présenter dans un premier temps l'essai aux Bordes et David prendra le relais par la suite. Donc les questions qu'on s'était posées au niveau de ces cultures fourragères, donc c'était d'évaluer le potentiel de production sur la période estivale, également évaluer les valeurs alimentaires de ces cultures fourragères d'été, l'appétence des différentes espèces et également quelles performances zootechniques au pâturage sur ces cultures estivales. Donc au niveau de la ferme expérimentale des Bordes, il y a une plateforme en bande qui a été mise en place 2 années. Donc je vais vous montrer les résultats sur cette plateforme. Donc là, plus axé comportement agronomique, rendement, valeur alimentaire des différentes espèces. Et David, derrière, vous présentera un essai qui a été donc sur le comportement au pâturage de plusieurs cultures fourragères d'été. Donc ici, au niveau des Bordes, pour les plateformes, on était donc sur un type de sol plutôt sablo-limoneux. Donc on était sur une implantation derrière un précédent prairie en fin de cycle en 2019 et un métail en 2020. Donc à chaque fois apport fumure organique entre 16 et 20 tonnes hectares de fumier, la destruction du précédent par labour. Et donc on était sur un semis des différentes espèces au combiné, donc semis en un seul passage ou en 2 passages pour les associations qui contenaient du lablab et du cowpea. Donc pour 2019, on était sur un semis un peu tardif à mi-juin et pour 2020, un semis fin mai. Donc on était sur, pour expliquer après ce que je vous présenterai en termes de résultats, on était sur des contextes climatiques assez différents. Donc si vous vous souvenez, 2019, c'était une année où avec sécheresse estivale assez marquée, plusieurs périodes de canicule assez prolongées. Et donc avec une absence de précipitation, quasi absence de précipitation, que ce soit du semis jusqu'à fin août, mi-septembre. Alors que sur 2020, on était quand même sur un printemps assez arrosé, également un début d'été assez arrosé, mois de juin plus froid, ce qui a pu pénaliser l'implantation au départ, mais derrière on avait quand même des conditions beaucoup plus favorables pour ces cultures fourragères, avec des précipitations assez conséquentes, et on avait eu des sécheresses et des canicules estivales plus tardives, qui n'ont pas pénalisé l'implantation des dérobés. Donc là ici vous avez un tableau, les différentes espèces qui avaient été implantées. Donc en 2019, 7 espèces, 3 graminées, moa, millet, sorgho multicoupe, piper, et légumineuses, donc le lablab cowpea, qui sont des légumineuses d'origine africaine. Vous les verrez sur la plateforme derrière vous. Trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse. Et en 2020, des espèces qui ont été ajoutées pour les légumineuses, le trèfle vésiculé, un autre sorgho multicoupe BMR octane, le teff grasse, blé égyptien et maïs, qui là sont des valorisations monocoupes. Donc du coup, ces espèces ont été regardées, les graminées, en pur ou en association avec des légumineuses. Donc là, je vais vous présenter déjà les productions de l'année 2019. Donc vous avez là les rendements en tonnes de matière sèche sur ce graphique. Donc vous avez
en bleu et en orange foncé, c'est les productions sur la première coupe. Donc bleu graminé, orange légumineuse. Ensuite en gris, deuxième coupe sur graminé et jaune, deuxième coupe sur légumineuse. Donc là on était sur une première coupe fin juillet et deuxième coupe vers mi-septembre. Donc là, les premiers renseignements, on voit que quelles que soient les modalités, on était sur des rendements qui dépassaient, qui atteignaient à peine là pour les meilleures modalités les 3 tonnes de matière sèche hectare. Donc à relier, comme je vous le disais, aux conditions assez défavorables de l'année. Sachant que voilà, sur la plateforme au bord, on était quand même sur un sol à faible réserve utile. Ça, il faut aussi le savoir. Deuxième enseignement, c'est que du coup ces cultures fourragères estivales font l'essentiel de leur production sur la première coupe, donc très peu de rendement en repousse. Autre enseignement, la faible présence des légumineuses dans les rendements finaux. Voilà, donc on peut se poser la question, étant donné voilà, le coût d'implantation de ces légumineuses, de leur pertinence et de leur intérêt à associer à ces graminées, voilà, en tout cas déjà sur le rendement. Donc après, les modalités qui s'en tirent le mieux, ça va être ici le sorgho multicoupe Piper qui a atteint les 3 tonnes, ainsi que le millet perlé. Donc autre chose, donc là les modalités sont classées par ordre où elles avaient été semées sur la parcelle et il y avait quand même un gradient au niveau du potentiel du sol avec des zones plus ou moins séchantes. Donc là on était plutôt sur la zone favorable et sur ce côté-ci on est sur des modalités sur des zones plus séchantes. Donc par exemple vous voyez là le sorgho Piper qui avait été ici associé au trèfle de Perse qu'on n'a pas retrouvé. Donc le sorgho Piper là a fait à moins d'1,5 tonne en zone séchante alors qu'il a fait 3 tonnes en zone plus favorable. Voilà, donc après je vais vous présenter les résultats de la deuxième année. Donc là, on avait modifié un peu les modalités, mais on retrouve un peu les mêmes enseignements. Majorité de la production quand même sur la première coupe. Là, cette fois-ci, on a toutes les modalités qui ont fait plus de 3 tonnes de matière sèche hectare. Même pour les plus, on va dire les plus mauvaises, en zone plus séchante, on a quand même atteint les 3 tonnes. Donc là, conditions beaucoup plus favorables sur cette année-là. Et on atteint quasiment les 7 tonnes sur du maïs pur ou du maïs lablab, sur le blé égyptien, donc là qui était en une seule coupe, et également là le sorgho Piper en 2 coupes qui a quasiment atteint les 7 tonnes de matière sèche hectare. Donc là après on est sur la même conclusion, très peu de contribution des légumineuses au rendement. Alors la particularité de l'essai aussi en 2020, c'est qu'on a testé aussi l'effet d'apport d'azote. Donc en fait en perpendiculaire de la plateforme, il y a eu un apport de 50 unités d'azote après semis. Donc on ne vous présente pas les différences entre avec ou sans apport d'azote parce que en fait sur le rendement, il n'y a eu aucune incidence. Donc l'azote n'a pas été valorisé en tout cas pour le rendement. Par contre, c'est ce qu'on va voir là avec les valeurs alimentaires. Donc là vous avez les différentes espèces, donc sorgho Piper rouge, blé égyptien, le sorgho multicoupe BMR, teff grasse, millet perlé. On ne vous a pas mis toutes les espèces mais les principales, et vous avez du coup en rond les valeurs alimentaires quand il n'y a pas eu d'azote, et après carré 50 unités d'azote, juste particularité des 80 unités pour la modalité maïs lablab. Et là ce qu'on voit, c'est que cet apport d'azote a par contre été valorisé au niveau de la valeur alimentaire. Donc on voit qu'au niveau de la MAT, on peut prendre ces exemples-là, on va gagner de 4 à 4,5 points de MAT, quelle que soit l'espèce, sur la modalité avec apport de 50 unités d'azote. Donc on notera quand même la bonne valeur alimentaire quand même de ces dérobés. Donc on atteint quand même sur certaines modalités de sorgho quasiment 19 de MAT, millet perlé, teff grasse aussi 17 de MAT. Donc voilà, valorisation, donc là on peut se poser la question, en tout cas pour la valeur alimentaire, vu que les légumineuses ne contribuent pas au rendement, est-ce qu'au final, vaut mieux pas apporter 50 unités d'azote plutôt que d'essayer des associations de légumineuses? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser avec les résultats qu'on a eus. Donc voilà, ça ce sont voilà, les potentiels de rendement qu'on a pu mettre en évidence. On voit que l'effet année, effet potentiel capacité de rétention de l'eau du sol,
et aléas climatiques vont vraiment impacter les rendements observés sur nos cultures fourragères. Donc quand on va implanter, se poser la question voilà, du risque que l'on va prendre en fonction du potentiel de production, du coût d'implantation, voilà, et de l'objectif qu'on a. Donc là je vous ai mis les coûts d'implantation qui avaient été calculés en 2020 pour différentes modalités. Donc là ce sont des coûts, ce sont des euros par tonne de matière sèche hectare. Et donc avec un apport de 50 litres d'azote. Donc là on le voit, quand on ramène à la production de matière sèche, les coûts d'implantation sont les plus faibles pour le sorgho multicoupe piper. Là on va être à 55 €, ou le teff grasse qui est à 68 € quand il est implanté en zone favorable. Voilà, c'est ce que je vous avais pas montré. C'est que le teff grasse avait été implanté en 2020 sur les deux zones de la parcelle, donc la zone plus favorable et la moins favorable. Donc en zone plus favorable, il a dépassé les 5 tonnes de matière sèche produite sur 3 coupes. Donc c'est la seule qui a pu être valorisée sur 3 coupes, alors que voilà, on est plutôt sur donc plus de 5 tonnes, et là on est à 3 tonnes de matière sèche en zone plus défavorable. Donc voilà, forcément ramener, vous voyez que du coup le teff grasse, on passe de 68 à 114 € si on est sur un sol moins favorable en termes de potentiel de production. Voilà, ensuite juste je reviens, la consommation au pâturage. Donc ce qui avait été aussi regardé sur cette plateforme, c'était en gros l'appétence des différentes espèces. Donc on avait fait pâturer un lot de 20 génisses en leur laissant libre choix sur les différentes modalités pour voir ce qu'elles allaient consommer de manière préférentielle. Donc là vous avez la consommation, globalement toutes les modalités ont été bien consommées à part la blabe et le millet. Donc de manière préférentielle, voilà, le sorgho, le teff grasse et puis l'ensemble des légumineuses ont été bien pâturées en premier. Ensuite le moa, et voilà, le millet perlé n'a pas, voilà, quand elles n'avaient plus que ça à manger, ça a été consommé, mais sinon voilà, faible appétence pour le millet. Voilà, je pense que moi pour la partie board, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vais laisser la parole à David, et puis après, voilà, si vous avez des questions là-dessus, sinon on peut faire les questions à la fin. Il y a une, alors j'ai pas les chiffres en tête sur la climato, mais oui, enfin en fait là, c'est entre les 2 années, c'est la même parcelle, donc il n'y a pas de différence de réserve utile. Mais effectivement, en 2019, en gros, il n'y a pas eu de pluie quasiment, à part une pluie d'orage. Voilà, entre le semis et fin août, mi-septembre, il n'y avait pas eu d'eau. Oui. Combien on pouvait espérer de rendement, ouais. 30 mm, Ouais. Non, mais après, une tonne de plus, ouais. Bah, ce qui a été regardé, c'était en fait, l'efficience d'utilisation de l'eau des différentes espèces. Donc en fait la valorisation des ETR, donc en fait les kilos de matière sèche produite par millimètre d'ETR, ça a été regardé. Donc pour l'ensemble des cultures, on était entre 15 et 40 kilos de matière sèche par millimètre d'ETR. Donc on atteignait les 40 kilos pour le maïs. Ensuite venait en termes de valorisation matière sèche les sorgho et le teff grasse, qui avait voilà, un bon potentiel de valorisation. Voilà, c'est ça que je ne vous ai pas dit. Alors après, voilà, quand on regarde en année favorable les rendements purs, voilà, les espèces qui nous semblent les plus intéressantes, ce sont le sorgho multicoupe piper, maïs, blé égyptien, teff grasse. Quand on ramène derrière au coût d'implantation, c'est le teff grasse et le sorgho qui paraissent plus pertinents, parce que voilà, sur un maïs, un blé égyptien, on est sur des coûts un peu plus élevés. Après voilà, c'est pas la même, ce sont des multicoupes. Le maïs, blé égyptien, ça va être une récolte en une seule fois, mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, et c'est aussi de se poser la question à l'avenir, où on va être potentiellement sur des aléas climatiques et des sécheresses plus fréquentes. Déjà, l'implantation des dérobés, c'est les mettre dans des sols qui ont quand même une réserve utile suffisante. 102 RU, c'est déjà, voilà. En dessous, ça peut être un peu plus compliqué. Et voilà, se poser la question. La clé déjà, c'est la période d'implantation. Donc là, on avait semé tardivement en 2019. Normalement, sur la zone, on est plutôt à conseiller des semis mi-mai jusqu'à fin mai maximum, pour essayer de profiter au maximum des dernières pluies. Voilà, et le plus important, c'est réussir l'implantation, d'être sur un sol assez réchauffé, donc 12 degrés. Un sol qui va être bien ressuyé, mais avec quand même une humidité résiduelle suffisante pour avoir une levée homogène et assez rapide.
voilà, on sait qu'après, ça, voilà, ce sont des cultures qui... La réussite va être aléatoire, voilà, même avec un bon sol, ça va forcément dépendre des conditions de l'été. Et voilà, c'est un levier qui peut être utilisé quand on va manquer de stock ou autre, ou pour prolonger voilà, le pâturage estival. Et voilà, le questionnement qu'on avait, c'est de se dire, quand on veut tenter une culture fourragère estivale, en gros, laquelle choisir pour avoir le meilleur potentiel de production et puis des espèces qui vont le mieux valoriser les précipitations qu'on va réussir à avoir sur l'été, quoi. C'était ça notre questionnement. Voilà, donc après là, c'était une étude en bande, on n'a pas de répétition. Après, on vous parlera des études qui sont en cours maintenant. On va essayer d'aller plus loin. Voilà. Bon, du coup, je te laisse enchaîner, David. Merci, Pauline. Alors sur Nosilly, on a essayé d'être complémentaire en fait, à l'essai qui a été réalisé sur les bords. Nous, on est parti plutôt avec un scénario d'autonomie alimentaire estivale, en se disant on étudie donc sur les brebis, on rentre des brebis dès que l'espèce permet de faire pâturer et on les garde le plus longtemps possible sur le dispositif. Donc là, on aura les résultats que de 2020. 2019, en effet, on a semé tardivement parce qu'on avait un printemps froid. On a pu semer qu'au 20 juin et en fait, on n'a eu que des précipitations qui sont arrivées début août. Donc ça a levé malgré tout. On a fait un dispositif en mode dégradé, on a appris des choses. On a vu que donc sur l'année 2019, on avait testé Moa, Lablab et Kaopi. En fait, comme on pouvait tester que très peu d'espèces, on a fait le pari de tester les espèces qui étaient entre guillemets nouvelles ou peu connues dans le monde agricole. Et donc du coup, on a vu que les moutons ne boudaient pas forcément le Lablab et le Kaopi. Alors bon, c'est un peu moins vrai là dans l'essai, mais nous, a priori, ils l'ont mangé. Enfin, quand ils avaient plus que ça, c'est pareil. Au bout d'un moment, il faut bien manger. On a vu que aussi, comme on a sorti les moutons très tardivement dans le dispositif, c'était au mois d'août. Elles avaient déjà repris de l'entretien et donc du coup, on a vu peu de différence avec le lot témoin. Et puis l'implantation, donc c'était ça l'étape clé. On s'est dit il faut vraiment qu'on prépare le sol comme il faut pour que ce soit prêt à semer à partir du 15 mai, tout en faisant attention aux fameuses seins de glace qu'elles soient passées, le sol soit suffisamment réchauffé et puis qu'on ait encore de l'humidité dans le sol en fait. Donc en 2019, on a pris 3 parcelles, 3 prairies, 3 anciennes prairies, une qu'on a laissée en témoin. Donc une prairie permanente qui était en fétuque dactyle, qui avait à peu près 3 ans, donc elle était encore en pleine force de l'âge. Et les 2 autres étaient en fin de production, donc on les a détruites, les prairies, et à la place, on a semé, ça doit être le 27 mai. Dans une, on a fait un mélange Moa, Kaopi, Lablab, et dans la 3e, on a semé en tève grasse pure, donc aux préconisations semenciers, donc c'est 10 kg hectares. Donc des parcelles de 3 hectares environ. On a fait un chargement de 13 brebis à l'hectare sur les 3 parcelles. Donc on avait à peu près 3 lots de 30-35 brebis. Dès que la mise à l'herbe a été possible, donc ça a été le 15 juillet chez nous, donc on a fait rentrer les 3 lots de brebis sur les 3 parcelles. Et l'objectif c'était de les laisser jusqu'au 30 septembre. Donc de voir ce qui se passait. Et en cas de manque de nourriture, bien sûr, d'affourager avec soit du foin qu'on aurait récolté sur ces parcelles-là, chaque parcelle a été partagée en 3 pour faire du pâturage tournant, soit apporter du foin de l'extérieur et de comptabiliser tout ça forcément. Donc, du coup, on voit que la prairie permanente, on a réussi à nourrir les animaux jusqu'au 25 août. Et puis du coup, le 9 septembre, on a dû affourager avec du foin à l'extérieur en fait. Kaopi Lablab, du coup, on avait fauché 2 paddocks sur 3 le 21 juillet et on a récolté 700 kg de matière sèche par hectare. Donc c'est une quantité très faible, due à, je pense, à une mauvaise levée où on voit ça les 2 années de suite. En fait, on n'arrive pas à faire lever le nombre de tonnes qu'on sème pour Lablab Kaopi. On a une faible végétation, donc forcément un peu de production de biomasse. Donc on arrive limite déjà au 12 août, donc on a réussi à faire conserver l'enrubanage récolté au 21 juillet, on a un petit mois de conservation, donc on a pu rouvrir l'enrubanage. On a poussé l'autonomie, j'ai envie de dire, jusqu'au 9 septembre également, et puis après on a ramené du foin extérieur. Le tève grasse, on a pu le récolter donc du coup 21 juillet également. Par contre là on avait une récolte
raisonnable, 2,5 tonnes de matière sèche, donc ça faisait des beaux petits andins. On a vu que ça se fouchait bien, ça se récoltait bien aussi, ça s'enrubanait bien, parce qu'on a eu l'année précédente, on a essayé d'enrubaner du Kaopi et du Lab et c'était pas du tout les mêmes conditions. On a des tiges assez grosses qui percent le film d'enrubanage, et puis la conservation est forcément pas aussi bonne parce qu'on peut avoir des prises d'air sur les balles. Donc ça c'est un bon enseignement, et puis malgré tout on a eu des repousses, on a eu un orage au 15 août, donc on a réussi à faire repousser, avec le pâturage tournant on a réussi à se débrouiller. On a fait du topping aussi, parce qu'en fait malgré tout quand il y a peu de précipitations, le tève grasse comme la majorité des plantes cherche à épier au plus vite. Donc dès que c'est épié, c'est plus appétant, les brebis ne mangent plus. Par contre si on fauche et qu'on laisse sécher au sol, elles reviennent manger. Donc ça c'était assez intéressant. Et par contre voilà, au 14 septembre on arrive à être limite, donc on ressort 1 ou 2 balles d'enrubanage pour finir le dispositif, mais globalement on est resté autonome sur cette parcelle-là. Donc après ça résume en fait tout ce qui a été produit avant la destruction de la prairie, pendant le dispositif. Si on fait un bilan global, on arrive ici avec les mêmes résultats visuels que là. On a 4 tonnes, un peu plus de 4 tonnes de fourrage de stocké en fait avec le tève grasse, tandis que les autres, la prairie, on a bien stocké aussi parce qu'on avait fait 2 coupes avant la mise au pâturage. Et puis Moa, Kaopi, Lab, on est en dessous parce qu'on avait peu de pieds et peu de fourrage. Donc, voilà. Et donc sur le suivi zootechnique, on a profité donc du savoir-faire des équipes de Nouzilly pour faire un suivi de poids sur les moutons. Et puis au-delà de la NEC qui est pas toujours très précise, en fait on mesure le gras dorsal des animaux par échographie. Donc ça c'est une mesure qui est standardisée, et donc on l'a fait à l'entrée du dispositif et à la sortie. Et donc on a pu mesurer le pourcentage de gras pris par les animaux en relatif. Et donc on voit que la parcelle dite tève grasse, donc c'est les moutons qu'on a, c'est pas le tève grasse parce qu'on a regardé le gras, donc on voit qu'elles ont pris 3,5 fois de gras. À l'entrée du dispositif, on avait des épaisseurs entre 2 et 3 mm. À la sortie, ça pouvait aller jusqu'à 20 mm. Donc c'était assez impressionnant. Les 2 autres lots ont profité aussi. On n'a pas dégradé l'état zootechnique des animaux, mais beaucoup moins, et statistiquement, ça ressort en 3 lots différents. Donc on peut vraiment dire qu'on a 2 choses différentes. Alors ça se retrouve dans les valeurs alimentaires en fait. Il y a d'un côté la production, une bonne production, mais aussi on a fait un screening plus poussé de valeurs alimentaires sur le tève grasse. Et donc à 3 feuilles, bien avant que les animaux rentrent dans le dispositif, on a été voir ce qu'il y avait dans la plante. Donc là, on a mesuré 31% de MAT. Les UF, j'en parle un peu moins parce que c'est pas une mesure, c'est une estimation. Donc il y a une équation qui est prise derrière. Comme on n'a pas d'équation encore pour le tève grasse, voilà, c'est plus sujet à polémique, on va dire. Je perds le micro. 15 juillet, ces dernières feuilles étalées. On est rentré du dispositif, donc là on est encore à 23%. Donc ça commence à causer malgré tout. 21 juillet, on déclenche la fauche, donc on est proche de l'épiaison. Et puis, donc ça c'est la sortie de l'enrubanage du tève grasse, donc 1 mois après sa conservation. Donc on voit qu'on n'a pas perdu beaucoup de sucre, même lié à la conservation. On a encore 18% de MAT. Deuxième exploitation, donc avec les paddocks, on joue, et avec la repousse du tève grasse, on attend encore juste avant les piaisons, on reprend une mesure, et là on voit qu'on a 20%. Et sur la 3e exploitation, on commence à avoir des plantes qui souffrent vraiment de la sécheresse, parce que septembre ça avait été vraiment très très sec. Malgré tout, on reste quand même avec 17% de MAT quand on a une prairie, on est à 9-10%. Donc voilà. Donc après, ça, on va dire que c'est les points plutôt positifs. Les points négatifs, Pauline en a parlé, hein, ça reste les mêmes que les dérobes estivales en général. C'est les dates de semis qui sont pas toujours faciles à positionner. En ce qui concerne le tève grasse, parce que c'est ce qui va nous intéresser là, c'est sa toute petite taille qui est gênante. Parce que du coup, sur un semoir agricole, ça peut parfois passer dans des zones où il reste des petits trous dans le semoir, et avec la ventilation, on a le tève grasse qui sort d'un peu de partout, donc ça c'est gênant.
On a aussi en bout de champ, en fait, on n'arrive pas à couper complètement la distribution. Donc on a du teff qui tombe quand même au bout de champ. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et puis après, arriver à faire le bon contact terre-graine, quoi. Arriver à faire un sol suffisamment fin, suffisamment rappuyé pour qu'on ait une levée homogène. Ensuite à salver, donc si on a une bonne répartition de l'eau, tout à l'heure on disait combien de millimètres il est tombé cette année-là, au-delà de ça, c'est la répartition de l'eau tout au long de l'été. Cette année, on en a eu beaucoup là, nous, à Nouzilly, là, pour les séca protéines, on l'a semé, 3 jours après, on a eu 80 mm dans la nuit. Bon, bah, les plantes, elles n'ont pas trop aimé non plus, en fait. Et donc, du coup, si on n'en a plus après, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon. On peut parler aussi du faible enracinement, mais ça, c'est propre aussi au dérobé estival. Dès qu'on arrive en stress hydrique, les racines commencent à s'étioler et à disparaître, et on arrive à avoir un faible enracinement, et du coup la plante est moins résistante au pâturage et voire au piétinement en fait. Donc voilà les résultats de l'année dernière.